Tiens. Ça, c'est la page de présentation. Oui. Donc, voilà, on arrive sur cette interface et là, il y a la présentation, en fait, de la mission de l'étudiant. Voilà. Donc, c'est une entreprise qui fabrique et vend des drones. Hein. On est en 2047, donc les étudiants prennent la main. L'entreprise est en difficulté financière et leur mission, c'est de la rendre rentable. Voilà. Donc là, on leur dit de prendre contact avec leur comptable. Voilà. Donc ici, il y a quelques conseils pour bien exploiter le jeu, si je puis dire. Voilà. Il y a des éléments cliquables, ne pas hésiter à prendre des notes, regarder partout. Voilà. Est-ce que vous pourriez le mettre en plein écran là en bas? C'est bon? Oui. Donc là, l'avocat s'adresse à nos étudiants, hein, voilà, et il leur conseille de récupérer des documents auprès du comptable. Donc pour accéder au comptable, on prend l'ascenseur, voilà, on clique sur la petite flèche en haut. Le comptable est au 3e étage, voilà, et on arrive au 3e étage. Voilà, donc en cliquant n'importe où, on voit une petite étiquette, un petit post-it sur la première porte. Ben, le comptable, il n'est pas là, malheureusement. Mais voilà, on a son passe pour pouvoir entrer dans son bureau. Donc, on le passe sur le lecteur de cartes et on peut ensuite clencher. Voilà. Et là, on a un petit message sur la montre qui nous dit « Ouvrez le coffre ». Alors, on voit que voilà, quand on déplace le cache-coffre, ben, on voit qu'il y a un clavier. Et si on déplace un peu les post-it qui sont sur le tableau en liège, on voit qu'il y a 2022 qui est effectivement le code pour ouvrir le coffre. Donc on tape 2022. Voilà. Le coffre est ouvert. Donc on peut y accéder. Et là, voilà, on doit prendre les documents appropriés et les mettre sur le scanner là, qui est en bas. Donc voilà, on prend les feuilles qui sont là. Voilà. Et en fait, on aura réussi l'opération quand une petite flèche verte va apparaître, ce qui est le cas. Donc là, on a pris en fait les documents qui sont en fait le bilan et le compte de résultat de l'entreprise à fin 2047. Voilà, alors vous voyez, alors voilà, on peut les regarder ici. Voilà, donc là, on a le bilan au 31 décembre 2047. Voilà. Donc ensuite, le seul élément sur lequel on puisse cliquer, c'est l'ordinateur, mais les étudiants vont s'apercevoir que pour ouvrir l'ordinateur, il y a un nouveau code qui est en fait le code couleur. Hein, vous voyez que tous les classeurs sont rangés dans le même ordre. Donc si on clique sur l'ordinateur, ben voilà, il faut mettre le code couleur qui est en fait orange. Donc on clique sur une des touches orange. Voilà. Rouge. Voilà. Bleu. Jaune. Donc, il faut tâtonner un petit peu, voilà, jaune et vert. Donc là, on peut accéder à la session. Voilà. Et le seul élément cliquable, c'est l'indication d'une vidéo, là. Voilà, donc ça, c'est une vidéo sur la cessation de paiement. Alors voilà, donc on va pas écouter la vidéo, hein, c'était le sens de mon message, on voit toutes les étapes, mais on ne va pas dans le détail, mais ça nous explique ce que c'est, ou ça explique aux étudiants ce qu'est une cessation de paiement. Hein, donc je vais jusqu'au bout. Parce que sinon, il va pas. On est obligé d'aller au bout. Voilà. Bien sûr. Et donc on voit que quand on arrive dans l'écran suivant, il y a un message qui clignote là. Donc on ouvre le message, c'est un mail, voilà. Et on nous dit, bah voilà, vous avez en pièce jointe le questionnaire qui vous permettra d'estimer si vous êtes en cessation de paiement. Donc on clique dessus. Voilà. Et bah, on nous demande de remettre en ordre les étapes pour déterminer ou non s'il y a cessation de paiement. Alors voilà, je vais les mettre. Hein, donc il faut identifier la trésorerie disponible, identifier les créances échues, voilà, faire la somme des deux. Ensuite, identifier les dettes échues et donc comparer les créances
et trésorerie d'un côté, et les dettes échues de l'autre, et évaluer la cessation de paiement. Donc là, les différentes étapes sont dans l'ordre, donc on peut valider. Évidemment, ça boucle tant que l'étudiant ne trouve pas le bon ordre. Voilà. Alors, d'après vos calculs, sommes-nous en cessation de paiement? L'étudiant peut à tout moment consulter le bilan, faire les calculs appropriés pour savoir s'il est en cessation de paiement. En fait, il n'est pas en cessation de paiement, donc il répond non. Voilà. Et on passe à l'étape suivante. Alors, quand les capitaux propres d'une entreprise sont inférieurs au capital social, que doit-elle faire? Donc, c'est une diminution de capital. Voilà. Là encore, si l'étudiant se trompe, ça boucle. Oui. Voilà. Donc, c'est la bonne réponse. Et là, c'est la suite. Voilà, donc nous sommes maintenant fin 2049, donc 2 ans plus tard. Donc le marché nécessite une stratégie de volume. Donc ce qui est important, c'est que on ne peut pas augmenter les ventes d'une année de plus de 10% en volume, ça paraît irréalisable. Le prix de vente du marché est de 10 000, mais ce n'est pas le prix de vente de notre entreprise. Et on nous indique que durant cette année 2049, l'entreprise a vendu 100 000 drones. Donc toutes ces informations vont nous permettre, vont permettre aux étudiants de répondre à certaines questions. Voilà. Donc ici, on arrive dans le bureau du contrôleur de gestion. Alors si on clique n'importe où, en fait, les plombs viennent de sauter, donc la lumière a été éteinte. Voilà. Et on dit que les étudiants doivent trouver 5 chiffres clés en s'aidant de la lampe torche qui est là. Donc si on la déplace, on voit que des chiffres apparaissent. Alors on ne va pas faire les 5. Voilà, donc les étudiants les notent au fur et à mesure. Et s'ils se déplacent, voilà, ils vont trouver ici un interrupteur. Merci, je ne trouve pas mes mots. Ils cliquent dessus et voilà, ils passent à l'étape suivante. Et donc, avec les chiffres qu'ils ont notés, ils doivent choisir le bon lot de chiffres, qui est en fait ici le dernier. Voilà, celui-là. Donc, ils reviennent dans la même pièce et vous voyez qu'à gauche, ici, il y a en fait un code Morse, avec la correspondance du code Morse et des lettres ou des chiffres, selon le cas. Et donc, si ensuite on clique sur l'ordinateur, qui est le seul élément cliquable, ce code Morse va nous permettre d'entrer dans l'ordinateur. Voilà, donc il y a un mot de passe là, qui est donné en Morse. Voilà. Et donc, en s'aidant du petit écran qu'on a vu tout à l'heure avec l'ensemble des lettres et des chiffres et des codes Morse correspondants, eh bien, on peut ici taper le bon code. Bon, alors moi, je le mets puisque voilà, je le connais. Hop. Ouais. Je crois que tu es toujours pas. Vas-y, c'est pas mon clavier. Ouais, je reviens peut-être en arrière. Voilà. Donc. Voilà. Donc, hop. Voilà, donc il nous fournit le compte de résultat de 2049. Vous vous souvenez qu'au début, on a vu un bilan et un compte de résultat, mais qui étaient ceux de 2047. Donc, on observe que l'entreprise perd 90 millions d'euros, voilà, qu'elle a un chiffre d'affaires d'1 milliard 250 millions et des charges d'1 milliard 340. Voilà. Donc, les étudiants peuvent sauvegarder ce compte de résultat en cliquant sur l'imprimante. Voilà. Donc, ils les auront comme ça à portée de main. Voilà. Et on a la première question. À quel prix unitaire avez-vous vendu vos drones? Donc là, il suffit de diviser le chiffre d'affaires, 1 milliard 250 millions, par le nombre de drones qu'on nous a indiqué avoir vendus, qui est de 100 000. Donc, on trouve un prix de vente qui est de 12 500. 10 000, c'était le prix du marché, mais il était bien indiqué que Game of Drone avait un autre prix de vente. Voilà. Donc, ça permet de passer à l'étape suivante. Là, on nous demande quel est le coût de revient unitaire d'un drone. Alors, je ne vais pas refaire la manipulation, mais si on clique de nouveau sur le compte de résultat, on voit que le total des charges, c'est 1 milliard 340 millions. Si on divise par 100 000 drones, on trouve 13 400 de coût de revient. Et si on le déplace dans la bonne zone, ça valide notre réponse. Voilà. Donc, on nous indique maintenant que dans l'ensemble des charges d'1 milliard 340 millions, il y a 800 millions de coûts variables, ce qui permet aux étudiants de calculer le seuil de rentabilité en volume. Alors, en fait, il est de 120 000,
Voilà, on va pas voir le détail de calcul, mais la bonne réponse est 120 000. Ce qui explique qu'on perde de l'argent puisqu'on en vend que 10 000, qu'on n'en vend que 100 000, pardon. Voilà. Donc l'entreprise serait-elle capable de vendre ses volumes l'an prochain? Non, puisqu'on vend 100 000 et l'augmentation maximale des ventes possibles, c'est 10%. Donc ça ne ferait que 110 000 drones et non pas 120 000. Donc la bonne réponse, c'est non. Voilà. Alors, on arrive à la dernière. Voilà, donc là, on va rejoindre un board meeting. Il faut aller au 5e étage. Donc, même chose, on reprend l'ascenseur. On va au 5e étage. Voilà. On clique sur la porte de la direction pour rentrer. Et on nous dit, voilà, si on investissait 450 millions dans une nouvelle chaîne de fabrication, on pourrait réduire le coût variable unitaire de 50% et on amortirait cet équipement sur 5 ans. Donc, vous voulez trouver une solution financière pour réaliser cet investissement et vous hésitez entre fixer votre nouveau prix de vente à 10 000, qui est le prix du marché, ou 9 750. Et on nous indique que l'élasticité de la demande par rapport au prix serait de moins 0,30 dans les deux cas, ce qui veut dire que si le prix augmente de 10%, ou voilà, de 10%, de 100%, en fait, les ventes baisseraient de 30%. Voilà. Donc, on nous dit, voilà, vous allez aller en salle de réunion pour discuter sur ce point et puis cliquer quand vous êtes prêt. Donc, nous sommes prêts. Voilà. Donc, on nous demande de mettre dans l'ordre la formule du seuil de rentabilité. Donc, ce sont donc les frais fixes qu'on fait glisser, divisé avec le petit slash là, par la marge sur coût variable unitaire. Voilà. Donc, ça permet de... C'est juste là derrière. Voilà, vas-y. Voilà, il faut déplacer. Oui, vas-y. Voilà, merci. Donc, avec le nouvel investissement, ce qui change le coût variable unitaire, ce qui change la marge sur coût variable unitaire et ce qui change les frais fixes, donc les étudiants doivent calculer ça. Le nouveau seuil de rentabilité, ça va être 105 000 drones. Voilà. Donc, quelle quantité vendrait notre entreprise en 2050 dans les deux cas? On connaît notre prix actuel, 12 500. On connaît le prix de vente envisagé, 10 000. Enfin, le premier prix de vente envisagé, 10 000. Ça permet, à l'aide de l'élasticité de la demande par rapport au prix, de calculer quelles seraient nos nouvelles ventes. Donc, s'ils font les calculs, ils vont trouver 106 000. Donc, ce qui est la bonne réponse, ce qui est rassurant, puisque le seuil de rentabilité serait à 105 000 et on pourrait en vendre 106 000. Si maintenant on choisit un prix de 9 750, donc même chose, les étudiants font les calculs, et là, il faut le seuil de rentabilité serait de 106 600. Voilà. Pardon, les quantités qu'on pourrait vendre seraient de 106 600. Voilà. Donc, on nous demande comment on utilise l'élasticité de la demande par rapport au prix pour calculer les nouvelles ventes. Donc, pour faire ça, on calcule d'abord l'évolution du prix de vente. On en déduit grâce à l'élasticité le pourcentage d'évolution des ventes en volume par rapport aux ventes actuelles de 100 000 drones et on calcule le nouveau volume des ventes. Donc, on envoie. Voilà, les étapes sont dans le bon ordre, donc c'est validé. Donc, quel serait notre seuil de rentabilité avec le prix de vente de 9 750? Donc, même chose, les étudiants ont à refaire un calcul, et ce serait donc 109 565. Alors, ce qui n'est pas intéressant, puisque avec un prix de vente de 9 750, on ne peut espérer en vendre que 106 600, alors que le seuil de rentabilité sera de 109 565, ce qui veut dire qu'on ne sera pas rentable. Donc, on va choisir l'autre prix, 10 000, qui lui permet d'être rentable, avec des ventes escomptées de 106 000 et un seuil de rentabilité de 105 000. Voilà. Donc, pourquoi a-t-on choisi ce nouveau prix par rapport aux 12 500 qu'on pratiquait jusqu'alors? Tout simplement parce que, dans ce cas-là, les ventes prévues seront supérieures au seuil de rentabilité. Donc, c'est pour ça qu'on l'a choisi. Donc, on coche la réponse. Voilà. Voilà, donc l'année 2049 s'est finalement mal passée. Nous avons maintenant des capitaux propres inférieurs au capital social. Voilà. Donc, on nous indique que le nominal des actions est de 100 €.
ce qu'on ne savait pas jusqu'alors. Donc la banque, dans l'investissement de 450 millions d'euros, serait prête à en financer 300 millions. Donc il en manque 150. Et voilà, et nous, actionnaires, on n'a pas les moyens d'apporter ces 150 millions. Voilà. Alors, un des investisseurs a un contact qui, lui, serait prêt à apporter les 150 millions manquants. Mais évidemment, il a des exigences. Alors, ces exigences, c'est que, voilà, il veut d'une part qu'une de ses actions ait un droit de vote double, et il veut qu'avant l'augmentation de capital, grâce à son apport, l'entreprise procède d'abord à une diminution de capital par la diminution de la valeur nominale de l'action. Alors là, on a un petit speech qu'on ne va pas écouter en totalité, même chose pour gagner du temps, sur le coût d'accordéon. Donc, la baisse du capital social pour assainir les capitaux propres, on va dire, suivi d'une augmentation de capital. Voilà. Donc, je vais jusqu'au bout. Voilà. Donc, on nous dit, voilà, quel est le mécanisme qui est décrit dans le texte ici? C'est évidemment le coût d'accordéon dont on vient de parler. Donc, il faut glisser le coût d'accordéon ici. Voilà. Voilà, donc c'est le bon mécanisme. Il reste encore quelques questions à répondre, donc il faut rejoindre l'équipe dans l'open space pour y répondre. Donc on nous demande de mettre dans l'ordre la formule pour calculer la réduction. Donc sachant qu'on a toujours le bilan qui est consultable ici, oui. D'accord. Donc pour ça, bien sûr, il faut diviser le capital social par le nominal de l'action. Ça permet de trouver le nombre d'actions. Donc, bon, je n'y reviens pas, mais le capital est de 150 millions, et de 250 millions, pardon. Le nominal, c'est 100, donc le nombre d'actions, c'est 2,5 millions. Voilà, donc on envoie la bonne réponse. Voilà. Oui. Donc maintenant, on nous demande de calculer la valeur réelle d'une action. Le nominal est de 100, mais la valeur réelle est différente. Donc ça, c'est le total des capitaux propres qu'on divise. Voilà, le petit diviseur est en bas, par le nombre d'actions qu'on connaît, puisqu'il y en a 2,5 millions. Voilà. Et ça permet de trouver la valeur réelle de l'action qui est de 60. Voilà. Donc, combien l'investisseur recevra d'actions? On se souvient que l'investissement total est de 450 millions. La banque en apporte sous forme de prêt 300 millions. Donc, il en reste 150 millions qu'apportera l'actionnaire. Et donc, pour trouver le nombre d'actions auxquelles il aura droit, il faut diviser ce qu'il apporte par la valeur réelle de l'action. Voilà. Et donc, en faisant la division, on trouve qu'il va recevoir 2 500 000 actions, c'est-à-dire exactement le même nombre que celles qui existent actuellement. Voilà. Alors, on nous dit pourquoi l'actionnaire veut une action à droit de vote double. Alors, on va dire qu'on ne sait pas. On va dire que c'est pour avoir le pouvoir, par exemple, qui n'est pas la bonne réponse. Voilà. On envoie. Et là, il nous dit, bon, vous avez vu très rapidement la réponse apparaître en dessous, donc il faut être attentif pour la voir. Mais si on ne l'a pas vue, on a une deuxième chance. Voilà. Donc, on va devoir faire un pendu. Pour deviner le terme. Voilà, donc sachant que la bonne réponse, c'est majorité absolue. Donc, voilà. Donc, si je tape sur le M, qui est la première lettre, voilà, elle est placée automatiquement. Le A. Si par contre, je me trompe et que je mets un G au lieu du J qui doit suivre, voilà, ma potence commence à monter. Voilà. Donc, il ne faut pas que je me trompe trop. Voilà, donc le J de majorité, le O qui suit, le R qui suit, le I sans accent, voilà, le T qui est là, le E avec le bon accent aigu, voilà, le B d'absolu, puisque le A, on l'a déjà,
en même temps que majorité. Le S, le L, le U sans accent et le E. Voilà. Donc c'est bon. On peut passer à l'étape suivante. Voilà. Donc là, on est quasiment au bout. Donc Oui. on nous dit que finalement, l'emprunt avec la banque de 300 millions a été négocié, qu'il y a un taux d'intérêt de 1,5%. Et on nous demande de trouver quelle est l'annuité, le montant de l'annuité constante. Donc les étudiants doivent faire le calcul avec différentes propositions de réponse. Donc la bonne réponse, c'est celle-là. Ça fait 62 millions. Voilà. Et là, on arrive au bout. Voilà, donc vous avez atteint votre mission qui était de restaurer la rentabilité de votre entreprise, car le résultat de 2050, l'année qui vient, avec l'investissement et l'augmentation de capital, sera finalement d'1,5 million. On le voit en dessous. Alors voilà, les calculs sont expliqués, mais voilà, on a restauré la rentabilité. Et donc la dernière étape. Et voilà. Voilà, c'est les félicitations. C'est bon, ouais. Donc voilà, rapidement, puisqu'on n'a pas vu le détail, mais voilà l'ensemble de l'escape game déroulé. Voilà. Sachant que il a été conçu pour que les étudiants puissent progresser d'une étape à l'autre plus ou moins rapidement, mais de manière autonome. C'est-à-dire que l'enseignant n'a pas à donner de réponse, si je puis dire, aux étudiants. Les meilleurs vont trouver très rapidement la réponse à chaque étape. Les moins bons vont trouver avec beaucoup plus de temps, mais ils vont tous trouver. Sachant qu'ils sont aidés, je crois, n'est-ce pas? Oui, ils sont également parce qu'ils aidés. ont un PowerPoint, ils ont un Excel qui bien sûr, accompagne ils ont un PowerPoint, les ressources, ils travaillent en groupe. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Oui, bonjour à tous.